pourrais pas faire le chiffre d'affaires que je fais aujourd'hui toute seule. Maintenant, c'est clair que c'est pas facile. C'est d'abord mes collaborateurs, mes employés et puis moi. Maintenant, voilà, j'arrive à avoir une certaine stabilité, mais il fallait grandir. Le plus gros gain que j'ai fait, c'est que j'ai largement diminué l'impayé client, qui est un gros problème chez moi et qui s'expliquait pour moi par l'absence de cadre. J'ai dû engager des poursuites contre des clients qui étaient des gros clients. Et donc ça veut dire stopper toute collaboration avec eux. Mais voilà, parce que finalement c'est la bonne décision. Après ici, pour 2025, on part sur 25 à 30% d'augmentation de chiffre d'affaires. Waouh. Ce qui m'anime le plus, c'est qu'on arrête de penser en réalité que celui qui achète, qui investit, qui développe l'immobilier, c'est le méchant. Qu'on arrête de le considérer comme étant le riche sur qui on peut taper. Parce que voilà, pour moi, c'est pas parce qu'une personne est propriétaire d'un immeuble avec 10 appartements que nécessairement il est riche et que nécessairement on peut accepter que les loyers soient pas payés, par exemple. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir ma chère Marie-Laure. Marie-Laure est avocate et entrepreneure, discrète mais puissante. Elle m'impressionne par sa résilience, sa force tranquille et ses compétences entrepreneuriales solides et éprouvées. Elle est passée par mon bootcamp. Elle poursuit aujourd'hui dans l'académie, mon mastermind, et son parcours est une véritable source d'inspiration pour tous ceux qui veulent se réinventer, construire une activité entrepreneuriale à leur image, avocat ou non. Si vous êtes avocat ou entrepreneur ou que vous aimez simplement découvrir les histoires vraies et inspirantes, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous à la chaîne, laissez-nous un like, un commentaire pour nous dire ce qui vous a le plus touché. Et surtout, partagez cet épisode avec des collègues ou amis qui pourraient y trouver de l'inspiration. Dites-nous en commentaire comment cette conversation résonne pour vous. C'est ce qui nous motive à continuer et à apporter toujours plus de valeur. Marie-Laure, très heureuse de t'accueillir. Toi et moi, on revient de la soirée à vocation. Oui. Grand moment annuel pour nous, pour notre collectif. C'est un moment où j'invite mes clients à faire la fête. Avant ça, on a eu une masterclass à laquelle tu as participé, qui était comme une mini-retraite spirituelle de 2 heures. Tout a été filmé, il y aura un vlog par rapport à ça, mais je me dis que forcément notre podcast d'aujourd'hui va être teinté quand même des enseignements qu'on tire de ce genre de moments de communion qui depuis le Covid quand même ont été vachement réduits, je trouve. On est très déconnectés les uns des autres. Qu'est-ce que t'en penses ? Alors moi j'ai pensé que c'était très bien effectivement de se retrouver en physique, de pouvoir se voir, se toucher. Ça permet ici la masterclass a vraiment permis de se retrouver vraiment en profondeur avec soi-même et pour ma part en tout cas de voir où est-ce que je devais encore travailler pour mieux avancer. Qu'est-ce que ça t'a montré ? Tu penses que t'as quoi à bouger, le corps, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé dans la masterclass sur la respiration, le souffle, le corps, la connexion à l'autre, la connexion à soi. C'est la connexion à moi, arriver à retrouver l'amour de moi. En tout cas, c'est le message, moi, qui m'est venu. Voilà. Qui est quand même vachement en train de revenir depuis qu'on travaille ensemble. On a fait ensemble le bootcamp de septembre 2024. Septembre 2024, oui. 1 an est passé. Oui. Tout a changé. Oui. Avant de partir sur le storytelling de ce qui s'est passé pour toi cette année, parce que je pense que ça va être vraiment très inspirant. Allons dans les faits et le concret de ton activité aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as construit et comment ça se passe ? Alors, donc je suis avocate, évidemment. J'ai créé mon cabinet il y a 5 ans, après avoir été associée. Donc, j'étais associée dans un cabinet, j'ai dû quitter l'association et j'ai décidé de créer mon cabinet, d'abord toute seule, chez moi, dans une des chambres, avec ma meilleure amie qui a accepté un poste de secrétariat. Donc on a aménagé ça comme on pouvait. Puis est arrivé le Covid, qui a malgré tout été compliqué pour nous, parce que je fais essentiellement du droit immobilier, donc le secteur a été fort touché.
On a eu beaucoup de sollicitations parce que les gens avaient des soucis, mais derrière ils payaient pas. Et donc ça a été un peu compliqué, mais voilà, on a poursuivi, on a continué. Puis j'ai acheté des bureaux, j'ai engagé et aujourd'hui j'ai 4 collaborateurs et 2 secrétaires. C'était quand l'achat des bureaux et les collabs? L'achat des bureaux, c'était l'année après le Covid. Okay. Et puis voilà, puis j'ai commencé à engager des collaborateurs et j'ai engagé les 2 en fait derniers des 4 pendant l'accompagnement qu'on a fait ensemble. Pas tout le monde a les couilles de recruter. Parce que c'est casse-gueule, parce qu'on a peur aussi du déficit financier que ça peut générer, que l'argent rentre pas suffisamment pour assurer, d'être confronté dans nos incompétences managériales et relationnelles. Pourquoi toi t'as eu les ovaires? Parce qu'à un moment je pense qu'il faut choisir si on veut faire grandir le business. Enfin, je pourrais pas faire le chiffre d'affaires que je fais aujourd'hui toute seule. Maintenant c'est clair que c'est pas facile. Je me paye pas encore tous les mois. Okay. C'est d'abord mes collaborateurs, mes employés et puis moi. Maintenant, voilà, j'arrive à avoir une certaine stabilité, mais il fallait grandir. Et puis c'est surtout aussi que je veux couvrir tout le droit immobilier et que je prétends pas être pouvoir spécialiser dans tous les domaines, et donc j'ai dû aussi me faire accompagner. Je crois que c'est important pour pouvoir grandir de savoir déléguer, même si c'est clair que c'est pas facile. Il y a des journées où je rentre à la maison, j'ai pas fait mon job d'avocat, j'ai juste fait mon job RH. Ouais, bien sûr. Gérer les conflits entre eux, leur apprendre des choses, parce que finalement, voilà, on doit toujours leur apprendre, gérer leur planning, gérer leur vie pro, leur vie perso. Chez nous, en Belgique, ils ont beau être collaborateurs, ils sont pas employés, ils sont indépendants, mais voilà, malgré tout, il faut quand même les coacher. Mais non, les couilles, je dirais plutôt que c'est du courage. Je dis pas que j'ai pas eu peur, j'ai peur à chaque fois que j'engage quelqu'un. Je pense que ce qui est très difficile pour moi, c'est de me dire, ok, j'ai un entretien d'une demi-heure, puis peut-être un deuxième entretien d'une demi-heure, et c'est savoir se faire confiance, parce que ça veut rien dire un entretien. Enfin, une lettre de motivation veut rien dire, un entretien veut rien dire. Après, moi, j'essaye en tout cas de faire confiance à mon intuition, à ma bonne étoile, et donc je me dis que la première impression est la bonne. Même si je... Tu as eu des déconvenus? 2, oui. Ouais. On apprend comme ça, je crois. Hein. Tout à fait. Notre intuition, elle s'affine aussi. Je pense, oui. Quand tu te plantes, ben voilà, tu vois les signes qu'il faut pas. Après, depuis mes 2 déconvenus, je me suis dit aussi qu'il fallait mettre fin plus vite. Ouais. Voilà, dès qu'on voit que ça va pas. Je dis pas que l'humain peut pas changer, mais il reste de toute façon tel qu'il est. Et si ça colle pas, ça colle pas. C'est pas pour ça que la personne n'est pas bonne, c'est juste qu'elle convient pas à la DA du cabinet. Voilà. Et c'est quoi, du coup, la DA du cabinet? Alors, moi, c'est quoi les valeurs que vous portez? Pourquoi un cabinet full service en immobilier? Pourquoi pas une branche? Enfin, explique-nous un peu tes choix, justement. Parce que dans l'immobilier, il y a déjà beaucoup trop de sous-branches. Alors si on veut traiter, si l'immobilier ne devrait être qu'une branche du cabinet, il faudrait qu'on prétende à être un cabinet, je ne sais pas, de 40 avocats. Pour le moment, c'est pas du tout ma prétention. C'est pas ma prétention parce que je suis fondatrice et j'ai pas d'associé. Et t'en veux pas? Aujourd'hui, non. Okay. Mauvaise expérience avec mes précédents associés. Et donc sans doute quelque chose à travailler, mais donc pas prête à faire confiance à quelqu'un à ce niveau-là. Mais mes collaborateurs sont clairement, systématiquement, comment dire, responsabilisés. Et donc quand je dois prendre une décision stratégique par rapport au cabinet, même si ça reste ma décision à la fin, je demande toujours leur avis. Et sinon, nos valeurs, c'est de rester un cabinet intègre. Donc, on va jamais dire à un client qu'on va prendre son dossier, même si on sait que c'est foutu. On n'est pas là juste pour se faire de l'argent sur son dos, donc on reste honnête. Un cabinet qui est à l'écoute, qui est disponible. Il n'y a jamais une seule personne sur un dossier, il y a toujours 2 personnes pour être sûr d'avoir un suivi en cas. Voilà, oui. À l'écoute, intègre. Je pense que c'est les 2 plus grandes valeurs du cabinet. Et c'est quoi vos exigences par rapport aux clients? Qu'est-ce que vous attendez de vos clients? Comment vous filtrez? Comment vous sélectionnez? Alors, on commence seulement à filtrer, grâce à toi et à ce que tu m'as appris.
Je pense qu'avant, c'est une des choses sur lesquelles j'ai le plus travaillé, c'est le cadre et l'autorité vis-à-vis des clients. Et j'inculque ça aussi à mes collaborateurs. Alors, je prends plus un client qui veut faire un procès de principe. Parce que quoi qu'il arrive, il sera déçu. Parce que un client qui veut faire un procès et qui ne peut espérer que récupérer quelques milliers d'euros alors que je vais devoir lui coûter le triple, il est certain que ça va mal se terminer, qu'il ne voudra pas me payer parce que l'enjeu n'en vaut pas la chandelle. Je prends plus ces dossiers-là. C'est fini. Parce que ça nous a... Je prends plus les dossiers où dès le départ, quand on fait l'offre, le client négocie. Je pars du principe que s'il négocie au départ, il va continuer à négocier sur nos tarifs. Et puis je prends plus les clients non plus qui veulent nous imposer la façon de fonctionner. Il y a ce problème avec ChatGPT, donc on a de plus en plus de clients qui viennent et qui nous disent « Oui, mais ChatGPT m'a dit qu'il fallait faire comme ça ». Oui, ChatGPT est un outil, mais on reste le stratège, et donc c'est soit on prend ma stratégie, soit on la prend pas. Voilà. J'ai l'impression que les personnes veulent de plus en plus cultiver aussi leur propre discernement juridique, oui. Ce qui est à leur honneur au même titre que leur propre discernement médical, parce que c'est vrai qu'il y a des abus, parfois il y a des erreurs aussi. Et du coup, je trouve qu'il y a plein de façons intéressantes d'accueillir ce désir chez l'autre, qui est au fond un désir de sécurité et un désir de collaboration, je pense. Alors ouais, c'est vrai que ça doit être super agaçant, d'un côté, de se faire reprendre par une personne qui n'a pas ta formation, et d'un autre côté, je trouve ça aussi touchant et une marque de volonté de participation. Comment tu vois la limite par rapport à ça ? Entre leur désir de se mêler de la stratégie, de prendre part au projet, et en même temps ton autorité... Mais la limite, c'est que parce que j'ai la compétence et l'expérience, si je te dis ça ne va pas fonctionner, malgré le fait que je t'ai écouté, c'est que tu me crois quand je te dis que ça va pas fonctionner. Vouloir me faire adopter une stratégie coûte que coûte alors que je te dis que c'est pas la bonne. À partir du moment où tu n'as pas confiance dans ce que je te propose, c'est que ça peut pas fonctionner. Oui, donc ça pourrait être un discours comme, alors voilà, aujourd'hui de nos jours avec ChatGPT, c'est vrai que vous avez accès à beaucoup d'informations. ChatGPT peut vous donner une opinion. Mais c'est important que quand on commence à travailler ensemble, vous acceptiez, vous consentiez au fait que je suis l'autorité du duo, oui, et que c'est moi qui vais diriger ce projet. Est-ce que c'est OK pour vous ? Et ça, je pense que ça peut être un truc préventif justement, oui, de ce genre de... Je réfléchis toujours in situ aussi pendant les podcasts parce que il y a toujours des trucs qui émergent très intéressants. Mais après, c'est vrai que ça, on l'a récemment construit maintenant, donc au-delà de nos conditions générales qu'on fait accepter, sur un document qui est beaucoup plus informel. Oui, parce que, voilà, que ce soit moi ou mes collaborateurs, on doit rester l'autorité par rapport aux clients. Mais c'est pas pour autant que tout doit être... imposé. Voilà, imposé, formel. Ça peut être discuté. Le client ne devient jamais un ami, mais voilà, on peut enlever notre bateau. Voilà, c'est ça. Et donc, on travaille là sur un document qui est vraiment le roadmap de la relation avocat-client. Génial. Et comment vous pouvez faire et comment nous on va faire pour que ça fonctionne bien, étant entendu que nous on donne notre façon de voir les choses et qu'on laisse la place aux clients dans ce document pour nous faire part de ce qu'ils préfèrent, parce qu'on se rend compte aussi que voilà, il y a des clients, si on met juste un mail avec merci de prendre connaissance du document en annexe, c'est 15 pages de consultation, ils s'en fichent. Ils veulent que ça aille to the point, à l'essentiel. Après ça, nous, on doit quand même se protéger et expliquer en long, en large notre raisonnement. Il y a des gens qui préfèrent travailler avec WhatsApp, avec des audios. Et donc, on essaye aussi de s'adapter dans la mesure du possible. Voilà. Tout depuis un an, j'ai l'impression, dans ton travail, beaucoup, c'est finalement anticiper des problèmes, s'assurer du consentement et de la co-responsabilité des collaborations, que ce soit avec tes collabs ou tes clients d'ailleurs. Oui. Et ça, j'imagine que par rapport au bordel de départ dans lequel tu as évolué et ensuite peut-être tu as construit, parce qu'il n'y avait pas forcément encore cette
cette ouverture. J'imagine que c'est un game changer aussi pour toi, psychologiquement, émotionnellement. Ça change quoi dans ta pratique ? Ça m'allège l'esprit, en grande partie. Ça m'allège l'esprit de savoir dès le départ où on va et comment on va fonctionner. Et donc, cette anticipation, oui, c'est un gain en temps et en temps perdu pendant la relation, à devoir la recadrer. Ah ouais. Et c'est un gain en énergie parce que c'est moins de tracas, ouais. Parce que c'est vrai que quand t'es arrivée, on avait regardé, je me souviens bien, tes offres, on les avait revues, oui. Packagées, on avait travaillé sur des forfaits. Il y avait une histoire aussi, je me souviens plus bien, mais un truc que tu voulais faire qui allait te demander beaucoup de quantité. Finalement, on s'était rendu compte qu'il valait mieux privilégier des dossiers à forte rentabilité tout de suite. Et puis, oui, il y avait vachement d'enjeux aussi de cadre de clients et tout. T'as mis tout ça en place. Quelles répercussions sur les finances ? Quelles répercussions sur aussi la bande passante ? Moi, pendant la fin du bootcamp, début d'académie, donc fin 2024, j'ai eu je vais pas dire un petit parce que c'est déjà bien, un 15% d'augmentation sur le chiffre d'affaires global. Pendant l'année 2025, le plus gros, en tout cas le plus gros gain que j'ai fait, c'est que j'ai largement diminué l'impayé client, qui est un gros problème chez moi, au cabinet, et qui s'expliquait pour moi par l'absence de cadre. Donc je traîne. Ah oui, c'est ça. Voilà. Ça me revient. Je cherchais traîne cet encore élément. Les vieilles casseroles. Il y avait beaucoup d'impayés, ouais. Alors je traîne encore les vieilles casseroles, mais j'ai pris la décision début 2025 aussi de me faire accompagner pour l'impayé, et donc j'ai pris une agence de recouvrement. Génial. Ce qui est une décision difficile en fait, parce qu'on se dit toujours que j'ai dû engager des poursuites contre des clients qui étaient des gros clients, et donc ça veut dire stopper toute collaboration avec eux, mais voilà, parce que finalement c'est la bonne décision, et c'est pas pour autant la trahison a déjà eu lieu. Oui. T'as plus envie de te... Et donc là, le choix est fait, et c'est bien. Après, ici, pour 2025, on part sur 25 à 30% d'augmentation de chiffre d'affaires. Waouh. Donc voilà. Magnifique, bravo. Donc ça, c'est cool. C'est cool. Et effectivement, tu parlais de te payer, et je me dis, l'idéal, ce serait que tu restes avec les frais que tu dépenses et que ça continue d'augmenter. Tu sens que c'est possible, que là, le cabinet, il est capé pour... Oui, c'est possible. Oui, je pense que là, on est sur des bonnes bases. Ce qui est encore assez difficile, c'est de bien calibrer les forfaits, puisque je veux vraiment... je veux me laisser encore 2 années complètes pour qu'on arrête totalement de facturer à l'heure et qu'on facture la valeur, donc le forfait. On est encore un peu en phase test. Et donc, je me rends compte encore que sur certains dossiers, j'y perds. Mais non, je sais pas si j'utilise la bonne comparaison. J'y perds parce que je compare à l'heure passée dessus. Et donc pour moi, il y a aussi cette notion de rentabilité, puisque il y a l'heure que mes collaborateurs passent dessus et que je dois les payer. Mais je pense que sur 1 ou 2 ans, il y a moyen de lisser et vraiment d'avoir un tableau indicatif, quoi, qui fait que on sait quand on vient au cabinet, ok, pour tel dossier dans l'immobilier, on sait que voilà, de A à Z, ça coûtera autant. C'est vraiment ça à quoi je veux arriver. Oui. Même si il y a encore certains clients, ici récemment, j'en ai encore un, où je lui propose un forfait qui était tout à fait honnête, puisqu'il y en a d'autres qui l'ont accepté. C'est ça aussi où parfois je vois que je suis trop basse, c'est que mes forfaits sont acceptés très très vite. Mais ici récemment, il y a un client qui m'a dit même si ça me coûte plus cher, je préfère la transparence d'un taux horaire. Et là, j'ai pas encore l'autorité de dire non, stop. C'est intéressant de creuser pourquoi le taux horaire, dites-moi, et pourquoi la transparence, et je pense qu'en fait, ce qu'on retrouvera, c'est tes croyances à toi, parce que toujours le client nous reflète, sur le fait que la valeur du travail, c'est le temps qu'on y passe. Et certainement qu'il y a encore un peu de ça dans ton système. Je rigolais là il y a quelques jours dans le Q&A live que j'ai fait, je disais que Lauriane, elle avait divisé le nombre d'heures de mon bootcamp par le prix de mon bootcamp pour calculer.
Et en fait, j'expliquais que maintenant, moi-même, je suis cliente de programmes, parfois à $20,000, où en fait, oui, il y a des heures de vidéos, mais je les regarde même pas, parce qu'en fait, c'est l'activation, c'est la transformation, c'est le fait de me retrouver dans cette salle avec ces gens qui fait que, moi, ça me pousse. C'est pas l'heure, c'est pas du tout les heures. Et parfois, très souvent d'ailleurs dans l'avocature, c'est pas le temps qu'on passe. C'est la qualité de l'accompagnement, le soutien, la sécurité, la communication, le mot qu'on a dit à un moment donné. Oui, effectivement, le succès ou l'échec de la procédure, parfois juste la procédure, c'est un win en soi. Et je pense qu'il y a tout un travail de reprogrammation à faire long pour qu'il n'y ait plus une seule trace qu'on croit que c'est le temps qu'on y passe. Oui. Après, on a été éduqués comme ça. Ouais. C'est de longue date que les avocats sont éduqués comme ça et que du coup les clients sont éduqués comme ça. Mais non, voilà, sont plus rares les clients qui vont réclamer un taux horaire que ceux qui apprécient qu'un forfait leur soit proposé. Mais je continue d'être persuadée que dans bon nombre de cas, le forfait que je propose est beaucoup trop bas parce qu'il est accepté beaucoup trop vite. Je te confirme. Oui. Donc voilà, encore à travailler, mais c'est en bonne voie. C'est vrai que toi, il y a un truc que j'ai jamais entendu, c'est le manque de clients. J'ai pas vraiment entendu ça, et pour moi, c'est toujours un red flag, parce que je sais que quand quelqu'un a beaucoup de clients, c'est parce qu'elle est pas assez chère. Donc, parfois, ça nous rassure d'avoir de la quantité, mais c'est aussi ce qui fait qu'on doit développer des moyens plus gros ensuite pour éponger. Et tu vois, quand je t'entendais sur les opportunités de croissance de ton cabinet, pour moi c'est très clair, hein. C'est évidemment l'augmentation des prix, l'augmentation des standards du type de client que tu accueilles, et la concentration sur éventuellement 3 offres signatures sur lesquelles tu sais que tu as un bon taux de rentabilité, tu sais que vous êtes très très bon, et qu'il y a un vrai focus là-dessus, parce qu'en fait finalement après chaque fois on doit réinventer la roue, recréer l'offre, etc. Et plus t'es carré dans ce que tu fais, plus ton discours il est aligné, plus on se dit ok, elle est peut-être un peu plus chère, mais elle a l'air de vraiment savoir ce qu'elle raconte sur ce truc. T'en penses quoi? Je suis tout à fait d'accord, et d'ailleurs c'est dans ce sens-là que là on développe la communication petit à petit du cabinet. Enfin, petit à petit, non. Là, on rentre dedans. Là, maintenant, déjà. Là, maintenant. Comment s'appelle ton cabinet, d'ailleurs? JM Law. JM Law. Law, L-A-W. Oui. Et donc, voilà, oui, parce que pour rentrer dans la communication, il fallait déterminer ce fameux client cible. On a pas mal travaillé dessus. Et sur l'offre, effectivement. L'offre qui est plutôt... cette offre, en tout cas, que tu dis qui nécessitera beaucoup de travail de préparation, mais qui après sera une roue qui tourne toute seule, c'est plutôt l'offre de l'anticipation. Parce que... Anticipation de tout problème qui pourrait arriver en immobilier. Okay. Que ce soit pour les promoteurs, pour les propriétaires, en fait tout doit être calé dans leur contrat, enfin dans leur cadre contractuel, et donc c'est vraiment là-dessus qu'on veut travailler au cabinet. Tu vois, quand tu dis JM Law communication, ça me paraît hyper important que il y ait un message adressé, un message d'impact, tu vois. Quand tu cherches du fond de tes tripes, qu'est-ce qui fait que t'es là en train de faire ça? C'est quoi qui t'anime dans cette mission avec ces gens-là? Enfin, en tout cas, ce qui m'anime le plus, c'est qu'on arrête de penser en réalité que celui qui achète, qui investit, qui développe l'immobilier, c'est le méchant. Qu'on arrête de le considérer comme étant le riche sur qui on peut taper, parce que voilà, pour moi c'est pas parce que une personne est propriétaire d'un immeuble avec 10 appartements que nécessairement il est riche, et que nécessairement on peut accepter que les loyers soient pas payés, par exemple. J'aime beaucoup ça. C'est pas parce que toi t'es dans les coulisses et tu sais que c'est injuste ce genre de projection. Bien sûr, oui, et on se retrouve parfois devant les juges où moi je défends effectivement un multipropriétaire. Et je me suis déjà fait renvoyer par le juge. On a un locataire qui a une dette de plus de 10 000 euros et le juge accepte que ce soit payé par 25 euros par mois. Tu fais le calcul, il en a pour toute une vie.
Et tu n'as pas de... En fait, tu n'as pas de redondance, quoi. Le juge te dit, mais tu n'as qu'à l'accepter. De toute façon, ton client n'a pas besoin d'argent. C'est faux. Parce qu'il a un immeuble, ok, mais... Il y a des frais, il y a des frais, il y a peut-être des avocats pour gérer. Voilà, c'est ça. Et c'est la même chose dans plein de domaines. On a un investisseur qui a un terrain, il veut construire dessus. Tu te retrouves face aux autorités qui vont lui refuser un permis pour monter... on va lui refuser les 4 étages sur 10. Donc, il doit redescendre de 6 étages. Et quand tu veux leur expliquer qu'en termes de rentabilité, ça ne va pas le faire... Voilà, la rentabilité n'a pas sa place dans la décision et je trouve pas ça juste ni correct. De facto, au motif que tu es propriétaire ou promoteur, tu es le riche... Pour moi, tu es mal vu, oui. Tu es mal vu et tu as un avantage déloyal, tu as un désavantage, de facto de la perception qu'on a de toi dans la justice et dans la société. C'est très intéressant et ça m'évoque presque un livre. Parce que c'est vrai que des enjeux sociaux sur les pauvres, la précarité, les inégalités, ça il y en a. La défense des gens qui ont des biens, qui ont des moyens, des assets, je la trouve beaucoup moins bruyante. Et du coup, c'est carrément intéressant qu'il y ait des leaders d'opinion comme toi qui en plus ont une formation d'avocat et qui en plus sont entrepreneurs qui viennent prendre la parole là-dessus. Toi, tu te sens de porter un message fort Oui, bien sûr. Ouais, t'as envie de ça. Et ça passe... ça passe à plein de niveaux parce que les politiques sont aussi des ralentisseurs pour moi. Là, chez nous, en tout cas en Belgique, il y a beaucoup de choses qui ont bougé, beaucoup de règles qui sont arrivées et qui, encore une fois, presque castrent l'investisseur en fait. Il est juste castré, il peut plus rien faire. Donc pour te donner un exemple, on va ici contraindre à la rénovation les vieux immeubles qui offrent pourtant du logement à ceux qui en ont besoin à un prix raisonnable. Tu ne pourras plus louer si tu n'as pas X lettres dans ton certificat de performance énergétique, ce qui parfois implique des très gros travaux de rénovation pour lesquels tu es coincé quand tu vas demander une autorisation parce qu'on va te dire que ton bâtiment est classé, bah oui, c'est un vieil immeuble, et donc on va te dire tu peux pas changer les châssis pour augmenter ta performance énergétique, et donc tu dois venir mettre un châssis en plus devant. Enfin, ça devient... c'est schizophrénique en fait. On se retrouve confronté à plein de règles, et donc on va se retrouver, pour moi, dans quelques années avec des immeubles à l'abandon que les squatteurs ne pourront pas squatter parce qu'on va les mettre dehors, parce qu'on vient aussi d'avoir une loi anti-squat, et plein de gens dehors à la rue parce qu'ils n'auront pas les moyens de payer le loyer d'un immeuble qui aura été mis aux normes en fait. Et c'est en ça que je dis que pour moi on castre vraiment l'investisseur de tous les côtés. Pourquoi on le castre parce qu'on devient beaucoup plus strict. Pourquoi on fait ça? Ah, ça. C'est quoi ton hypothèse? J'imagine qu'une fois que tout le monde sera dehors, l'État voudra se porter en grand sauveur en disant que c'est lui qui a fait le nécessaire pour les reloger. Je sais pas. Je ne sais pas pourquoi on fait ça. Ou c'est une espèce de frustration parce qu'eux ont les moyens. C'est un discours qu'on entend beaucoup aussi sur la scène entrepreneuriale française, où on dit on se casse le cul à monter des entreprises, à générer de la richesse en France, et on n'a pas de... en fait, on gagnerait tous à retourner être salarié, et on n'est pas du tout aidé en tant qu'entrepreneur en France. Et j'arrive pas, moi de mon côté, adhérer à la théorie un peu complotiste que c'est un truc pour pas qu'on ait de pouvoir, tu vois. J'ai du mal à croire ça. Moi, je sais pas que j'ai du mal, c'est que je veux pas y croire, ni même y penser, parce que ça serait trop... Mais je pense que dès qu'on est quelqu'un qui veut se donner les moyens, dès qu'on est quelqu'un qui a les moyens, on est freiné de tous les côtés. Et puis c'est toujours celui qui a les moyens qui va devoir payer pour les autres. Il faut juste prendre... Moi, je fais pas de fiscal, mais chez vous, et maintenant chez nous, ils veulent l'imposer aussi. On voudrait taxer plus les riches. Pourquoi ?
Parce que c'est pas parce que t'es riche que t'as le cul dans le beurre. Oui, c'est vrai, certains, mais pour moi, ça reste l'exception, ont peut-être le cul dans le beurre parce que c'est papa, maman ou les grands-parents. Mais c'est loin d'être le cas de tout le monde. Il y a des gens qui se sont battus. Souvent, oui. On se bat, en fait. Moi, mes grands-parents, ils étaient ouvriers. Mais à l'époque, ils étaient riches. Voilà, ils ont eu une boulangerie, ils sont battus, ils ont pu arrêter de travailler à 55 ans pour s'occuper des petits-enfants. Et ils s'en sont très bien sortis. Ma maman, elle a pas fait l'UNIF, elle a étudié sur le tas après avoir trouvé son travail en disant que oui, elle était tout à fait formée pour ça. Et elle s'est faite toute seule. Tu vois ? Et pourquoi est-ce qu'on devrait en vouloir à ces gens-là ? Il n'y a pas de raison. Ouais. Tu sais, moi, je suis un peu une obsédée de la responsabilité et je me dis comment on peut utiliser ces freins comme des leviers. Tu vois, moi, par exemple, sur la fiscalité, c'est un sujet que j'adore. Je me rends compte, en fait, il y a des gens qui disent que la France est un paradis fiscal. Parce qu'en fait, il y a plein de moyens de tourner à son avantage, en fait, toutes ces contraintes. Et tu vois, par exemple, Jeff Bezos, je pense à ça, il a mis sa boîte en déficit pendant 5 ans, c'était une stratégie. Il y a plein d'intelligence qui peut ressortir aussi, justement, comme si c'était un jeu de piste, tu vois, mais qui nous rend encore plus vifs, encore plus, voilà. Et je me dis, dans le cas, tu vois, des restaurants qui ont des normes hyper compliquées, des enjeux, des centres médicaux où c'est, tu te tires une balle, les médecins avec les enjeux de visibilité, l'ordre des médecins est très pénible. Avec les médecins, ils n'ont pas le droit d'être visibles, ils n'ont pas le droit d'exister dans un monde où quand même tous maintenant on devient influenceurs. Les avocats, tu vois, c'est comme si on devait redoubler d'ingéniosité pour ces faux riches, ces promoteurs, ces investisseurs, ces propriétaires. Qu'est-ce que tu vois comme opportunité ? Ben, c'est là justement, c'est qu'ils sachent qu'il y a, et parce qu'il y a des solutions. La solution, c'est de trouver la faille dans le texte, et évidemment, c'est ce qui est le plus excitant. Dès qu'un nouveau texte sort, jamais il pense à toutes les hypothèses. Et il y a toujours l'hypothèse qui fait que on va pouvoir sortir des lignes, sortir du système, et quand même pouvoir développer ce projet. Même si ce sera plus difficile. Voilà, mais c'est possible. Mais c'est ça qu'on aime, non ? Oui. C'est ça que t'aimes ? Moi, je trouve que c'est d'autant plus gratifiant quand on arrive à le sortir, alors qu'au départ, tout était perdu d'avance. Donc oui, et c'est là où je pense que toute l'anticipation a sa place, que ce soit un propriétaire vis-à-vis d'un locataire. Ça peut paraître bête, mais un bail, c'est possible de le rédiger correctement et de faire en sorte que le locataire soit beaucoup plus vite s'il ne paye pas. Ouais. Un permis d'urbanisme, ça se travaille avant de le déposer pour faire en sorte qu'il soit tellement bien justifié et motivé qu'on n'ait pas le choix que de l'accepter. Mais tout ce travail-là, il faut accepter de le faire en amont, et je pense que dans l'idéologie, c'est pas encore suffisamment ancré de se dire je vais voir un avocat avant qu'on me fasse un procès, en fait, ou avant que j'ai un souci. Et c'est ça qui doit changer dans les idées. Ouais, moi tu vois, c'est vrai que le fait d'être entourée d'avocats, d'abord je me sens extrêmement privilégiée et protégée, mais aussi j'apprends beaucoup sur ces enjeux préventifs et à quel point ils sont partout. Tu vois, par exemple, moi aujourd'hui, mes sites internet et tout, c'est pas du tout bien cadré. Mon client, quand il vient chez moi, il paye, je fais pas de contrat. Tout ça, je sais que je dois l'améliorer. Parce qu'en fait, même symboliquement et énergétiquement, ça protège. Même si le risque, il est pas là. En fait, c'est comme un acte d'amour de soi aussi, de prendre soin de son achat, de prendre soin. Et tu vois, la fiscalité, très longtemps, je me disais, je suis pas encore millionnaire dans ma boîte, les enjeux de fiscalité. Et en fait, non, commencer à mettre mon nez dedans maintenant, c'est prévenir. Et puis aussi, tu vois, à l'heure où beaucoup d'entrepreneurs vont à Dubaï ou ouvrent des entreprises un peu précaires au Delaware ou quoi, il y a aussi une réflexion de fond éthique en fait, j'ai la fonte sur quoi ma boîte, et est-ce que je vais gagner fiscalement,
Mais au fond, je sais que je suis en risque. Je sais que c'est pas génial, etc. Est-ce que vraiment c'est là-dessus que j'ai envie de poser les fondations de ma boîte? Et après, de la même manière, quand tu achètes un bien, de la même manière, quand tu commences à faire de l'investissement immobilier, c'est une façon de penser qui s'applique à toutes, même au divorce, le contrat de mariage. Moi, je comprends vraiment de plus en plus qu'en fait, les conversations... Tu vois, récemment, j'ai une pote qui a commencé à aborder le sujet du contrat de mariage avec son futur mari. Ça a généré un gros sujet sur le partage des biens, le régime et finalement sa richesse à elle avant la relation. Et j'ai dit, mais c'est génial, parce qu'en fait, c'est des trucs que beaucoup de couples mettent sous le tapis. Ouais. Ils font un truc qui te fait comme ça, ils vont chez le notaire, ils veulent pas ressentir l'émotion. Et là, si vous rentrez dedans maintenant, en fait, là, le mariage, il commence vraiment. Et je trouve que ça s'applique à toutes les spécialités de droit. Oui. Cette notion-là. Mais oui, enfin, le fait que tu préfères fermer les yeux ou te voiler la face sur un éventuel conflit qui pourrait survenir. Il y a énormément d'évitement, en fait. C'est comme si les gens passaient à l'acte sans conscience. Mm-hmm. Et je trouve que c'est là où l'avocat est chaman, je le dis souvent, parce qu'en fait, il t'accompagne à mettre de la conscience. Et c'est là où vous avez un rôle très important d'influence pour moi, parce que vous avez des messages à faire passer sur l'importance de mettre de la conscience chacun dans vos spécialités. Et en immobilier, énorme, parce qu'en fait, en immobilier, il y a plein de roublards, de gens un peu casse-cou, là. Ouais. Hein, c'est un peu... Comment tu les trouves, ces gens-là? Ils ont des traits communs? Oui, enfin les roublards, tu veux dire ceux qui en profitent, quoi. Des petits filous. Dans l'immobilier, il y a des petits filous. Je sais pas si c'est... voilà, moi, je les connais. Mm-hmm. Alors, t'as des petits filous réglo, t'as des petits filous moins réglo, mais il y a un côté filou. Il y a un côté filou, oui. Et un peu tout puissant, parfois. Tu vois, genre, l'avocat, c'est moi, hein, allez. Et du coup, il faut savoir leur parler à ces gens-là. Il faut savoir leur parler pour qu'ils t'écoutent, en fait. C'est ça. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un client qui m'appelle et qui me dit je dois vider mon immeuble et donc je dois mettre 3 locataires dehors. Et je dis bah oui, ok, de toute façon les locataires payaient plus et donc on fait ce qu'il faut. Mais chez nous, il y a toute une procédure à respecter quand on veut mettre un locataire dehors. Ils sont assez bien protégés, puisque entre le moment où on demande à la justice de les mettre dehors et le moment où on va passer au tribunal, il y a 1 mois et demi qui doit s'écouler. Et puis, à partir du moment où on reçoit la décision, 1 mois après l'audience, on doit encore attendre 1 mois. Et donc, quand tu mets tout bout à bout, on est à 3 mois. Et il faut savoir qu'en Belgique, à Bruxelles, entre novembre et mars, on ne peut pas expulser. Et donc, si tu viens me voir en septembre, d'office, je dois te dire, mais avant avril, c'est mort. Ton locataire n'est pas parti. Il est évident qu'il y a plein de locataires qui le savent. À partir du mois d'août, ils ne payent plus leur loyer, puisqu'ils savent que de toute façon, ils pourront rester jusqu'en avril. Et donc, ce propriétaire vient me voir, on fait tout le nécessaire, et il finit par ne pas m'appeler moi, parce qu'il sait très bien que je vais lui dire, mais tu es fou. Il appelle un de mes collaborateurs, et lui dit, est-ce que vous pouvez vous renseigner, tiens-toi bien, à la justice de paix pour savoir quand est-ce que les courriers vont être mis dans les boîtes aux lettres. J'irai les prendre et comme ça, je suis sûre qu'ils ne seront pas à l'audience. Évidemment qu'il ne me l'a pas demandé à moi, il a demandé à mon collaborateur. Clairement, c'est un filou. Mais je le sais d'avance en prenant le dossier. Mais là où moi, je suis fière, c'est de me dire, ok, c'est pas à moi qu'il a demandé. Parce qu'il sait très bien que j'aurais dit non. Là où il est un peu idiot... ou pas assez intelligent. C'est qui pense que ton collab va pas te... Voilà. Mais mon collaborateur... C'est quoi ta réaction à ce moment-là? Ma réaction, d'abord, c'est pas moi qui vais prendre la défense de mon collaborateur parce que je trouve que ça le déforce. Et donc, c'est mon collaborateur qui directement a dit non, c'est pas les pratiques du cabinet, parce qu'il le sait. Mais dans ces cas-là, on le rappelle à 2. Voilà, donc on l'a rappelé à 2 et il lui a dit, mais Jordan, c'est avec moi. Voilà, je vous confirme que... on ne vous donnera pas la date à laquelle les enveloppes seront là. Et puis il nous a répondu, pas de problème, je trouverai l'information autrement.
Et voilà, moi, à ce moment-là, Après, moi, je peux comprendre son désir à ce monsieur. Oui, ok, il peut comprendre, mais en tout cas, c'est pas moi qui vais me rendre complice d'un truc où on va lui voler le courrier dans la boîte aux lettres. Mais oui, il y a des roublards comme ça. Après, c'est pas ma cam, c'est pas mon truc. Voilà. Ouais, et puis roublard, j'entends aussi, tu sais, comme on dit, les affaires. Et tu sais, parfois, il y a cette espèce de croyance que les affaires, c'est un truc de requin. Tu vois, et je trouve qu'il y a un truc un peu vieillot chez certains gens de l'immobilier où ils agissent encore comme je sais pas quand là, à pas donner le digicode à l'autre agent immobilier pour que lui il arrive avant. Tu vois, des trucs un peu débiles où on se fait des trucs dans les pattes qui sont pas forcément nécessaires, qui sont surtout hyper immatures. Donc c'était à ça aussi auquel je pensais aussi de ceux dont c'est le métier quoi en fait de. Oui, mais c'est plutôt, tu veux dire, te faire des coups bas. Ouais, de faire des petits coups bas, de faire des petits trucs par derrière pour pas respecter la concurrence, quoi. Voilà, pour avoir l'exclusivité. Enfin, ça, c'est aussi des enjeux de l'immobilier qui sont très genre dans l'immobilier, c'est comme ça. Tu vois, genre on fait comme ça. Ouais. Oui, comme si c'était acquis et que c'était un usage, quoi. Ouais. Oui, et en quoi ça, enfin, tu vois, en quoi ça. Je vois pas où tu veux. Non, c'était ça que je voulais dire par filou. Tu vois, c'était que je trouve qu'il y a un truc dans l'immobilier où, et comme dans beaucoup de professions qui n'ont pas encore. Oui, après, parmi les avocats, c'est comme ça aussi. Ah ouais? Oui, j'ai des adversaires qui sont des filous. Ouais. Mais je pense qu'avec l'âge, avec l'expérience, la filouterie de façon générale, que ce soit dans mes dossiers, entre les parties ou vis-à-vis d'un adversaire, tu finis par la repérer. Ouais. Mais là où est ta plus-value, c'est d'être plus intelligent que la filouterie. Ouais. Clairement. Et voilà. Et donc, du coup, comment tu vas l'apporter, toi, cette mission d'impact que tu as vis-à-vis des gens, des propriétaires injustement catalogués? C'est quoi? Ça va être quoi tes messages? Comment tu vas passer par quels canaux? C'est quoi ta stratégie? LinkedIn. Ok. Le réseau LinkedIn. Qui sait, peut-être un jour Instagram, mais voilà, déjà LinkedIn, pour moi, c'est un grand pas. Plus communiquer là-dessus et puis moi j'adore intervenir pendant les conférences. Je le fais à peu près une fois par mois dans différents groupes IMO en Belgique et donc dès que je suis en conférence, si je peux passer un message, je le passe. Et puis après pour le reste c'est gagner un dossier et de faire évoluer au-delà des textes, au-delà de la loi, il y a la jurisprudence, donc ce qu'en font les tribunaux et essayer d'amener les tribunaux à accepter un paradigme différent. Mais là bon, ça reste un objectif, mais c'est pas demain qui sera rempli. Moi je trouve que dès qu'on veut faire bouger les systèmes, tu vois, les institutions, c'est là où notre marque personnelle elle est à construire d'abord. Moi, mon ambition, elle est très politique au fond. Mais je commence, tu vois, par le b.a.-ba de déjà moi exister, avoir de l'impact à mon niveau. Et je me dis, plus je vais prendre de la place, plus je pourrais commencer à exister, avoir une parole que les institutions veulent entendre, que les systèmes veulent entendre. Au début, je voulais aider les entreprises. Et en fait... je commence par les entrepreneurs. Mais je pense que ça va s'ouvrir de plus en plus si tu prends ta place. Ça a été un enjeu conflictuel comme pour beaucoup d'avocats. Pour toi de commencer à communiquer, même d'être là, j'imagine, aujourd'hui. Oui. C'est quoi ton cheminement par rapport à ça? Alors, mais moi, l'enjeu, c'est pas spécialement avec la déontologie. Ouais. Enfin, j'ai pas super... Voilà, moi, la seule limite, c'est juste de ne pas citer de nom. Après, pour le reste, j'ai pas peur de grand-chose. Je sais que c'est un enjeu, mais moi, je suis prête à aller m'en défendre, en fait. Je vois pas très bien pourquoi est-ce qu'on pourrait pas s'exprimer sur les réseaux et tout ça. Ça, c'est un autre débat. Moi, le combat où il a été, c'est avec moi-même. Me montrer, être vue et me montrer sans penser que je me mets en danger. Mais c'est plus à titre physique. Voilà, mais je pense que plus je le fais, plus je me sens à l'aise, plus j'aime l'exercice. Je me sens de plus en plus à l'aise avec moi-même et avec mon corps et libre de tout ça. Voilà, mais c'est aussi un cheminement que tu as généré.
qui est ma mission que j'aime le plus, qui est que les personnes comme toi soient entendues. Et c'est vrai que porter sa voix, c'est effrayant, c'est terrifiant. Et ça peut effectivement faire peur. Moi, j'avais aussi beaucoup de peur. Je pense que je suis partie vivre à Lisbonne aussi pour ça, honnêtement. De me protéger de toute forme de... Tu sais, en plus, aujourd'hui, il y a vachement de kidnapping, de gens de famille, d'entrepreneurs. Enfin, des trucs assez chauds quand même. En plus, je suis juive et je me suis sentie très menacée après le 7 octobre. L'antisémitisme, apparemment, j'essaye de me protéger de ce genre d'informations, mais il est croissant. Ouais. Et c'est horrible, mais j'ai souvent dit, j'ai la chance de m'appeler Alice Maudray, ce qui est un peu horrible, tu vois, de dire ça, que je dois cacher. Mon nom cache mon judaïsme. J'ai les mémoires de mes grands-parents, du côté de mon père, qui ont vécu l'Holocauste, qui n'ont survécu, mais voilà. Et donc, chacun a ses raisons. On a tous nos raisons, on a tous un bagage transgénérationnel. Parfois, dans cette vie-là aussi, on a été attaqué pour notre parole. Et c'est important de se sentir en sécurité. Et du coup, qu'est-ce que tu as mis en place cette année, ou qu'est-ce que tu changes qui fait que tu te sens suffisamment en sécurité, même dans ton intégrité physique aujourd'hui, pour prendre la parole, pour commencer à exister sur les réseaux? Moi, ce que j'ai soigné en premier, c'est mon image, enfin l'image que me renvoie le miroir. Okay. Accepter d'abord de me regarder dans le miroir. T'as fait des travaux sur ton look, t'as fait des trucs de stylisme. Donc j'ai pris une coach en image. Ouais. C'est génial ça. Avec qui on a pas mal bossé. Je me souviendrai toujours parce que la première fois que je suis arrivée chez elle, j'étais très pressante parce que j'avais autre chose après. J'avais une grosse réunion et elle m'a regardée, elle m'a dit mais est-ce que tu vas aller voir ton client comme ça? Et c'était rude comme phrase, mais c'était dit avec tellement de douceur que ça m'a impactée. Et j'ai pas été gênée de lui répondre oui. Et c'est la dernière fois que j'ai été voir un client comme ça, avec toute la douceur qu'il fallait. Elle m'a vraiment super bien conseillée. Et puis voilà. Puis après, j'ai eu l'occasion de la revoir à différents événements où j'étais, où elle a été, très complimentante, et donc ça donnait envie d'eux. Donc je me suis rassurée aussi, je me suis rassurée en travaillant sur cette image, et puis évidemment en travaillant sur mon image, ça apporte des compliments sincères des gens. C'est toujours au moment où tu commences à mieux t'habiller, à prendre soin de toi, à faire tes cheveux, qu'on te dit oui, tu sais, avant... et donc voilà, ça m'a fait du bien. J'ai repris le sport aussi. Tu vois, c'est la superficialité profonde. En fait, c'est très profond de travailler sur son image. Oui. Pardon, je t'ai coupé. Non, pas de stress. Et le sport. Et prendre plaisir à ça. Oui, le sport. Moi, j'ai toujours été très sportive, mais ça a été en montagne russe. Ouais. Et c'est vrai que ma façon à moi de me protéger, ça a toujours été de m'envelopper. Et donc j'ai pu avoir dans ma vie des phases de poids. Ouais. Que j'ai encore et contre lesquelles je lutte. Mais voilà, si je prends du poids, c'est que je vais vraiment pas bien. Et voilà, mais quand je reprends le sport et que je prends soin de moi, finalement, c'est une chose appelle une autre. Voilà. Mais c'est gay, et donc je sais plus pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à parler de ça. On disait qu'est-ce qui fait que tu t'es mis en sécurité suffisamment pour pouvoir donc tu disais déjà un soin sur l'image, avec cette coach en image. Le soin sur l'image, et donc une chose appelant une autre en fait. Puis j'ai fait de plus en plus d'interventions. En fait, avant j'intervenais, je suis professeure aussi, en deuxième quadrille, en niveau supérieur. C'est différent de donner cours à des élèves qui d'office te voient comme quelqu'un d'autoritaire.
que de faire des conférences face à des gens qui parfois sont plus âgés que toi, viennent t'écouter toi pour ton expertise. Et plus je fais des conférences, plus j'ai des retours positifs. Quelque part, c'est un peu fonctionnel à la reconnaissance. Mais ça m'a redonné confiance en moi et confiance en ce que je dis. Mais, même si j'ai jamais eu trop de mal à me dire que ce que je disais avait de l'autorité. C'est-à-dire ? Je sais que ce que je dis est juste. Ok. C'est prétentieux ce que je dis. Non, pas du tout. Mais c'est intéressant que tu aies cette pensée. Mais ouais, je doute pas de ça. Mais moi, ça me paraît être central, en fait. Ce qui est un frein, en fait, c'est qu'on me voit moi. Et donc, dans la communication sur les réseaux, c'est pas juste un texte. C'est une personne qui apparaît aussi, c'est une photo, c'est une vidéo. Et c'est ça qui était le plus difficile d'accepter, ce qu'aujourd'hui j'accepte. Si j'entends bien ce que tu dis, t'as jamais trop douté de ta parole, mais tu as douté de la forme. Oui. Ok, intéressant. C'est quand même un cadeau, et je pense que c'est ça qui fait qu'on se parle aujourd'hui. C'est que t'as quand même une conviction, toi, au départ. Hein. Oui. T'es pas, tu vois, tu bégayes pas trop, quoi. Je veux dire, t'as ton parcours de vie, t'as eu tes épreuves de vie, mais il y a quand même toujours eu, si j'entends bien, au fond, un truc où tu sais que Marie-Laure, elle dit pas de la merde et elle dort pas debout, quoi. Non. Non, ça, faut le porter, tu vois, parce que c'est pas prétentieux. Je pense que c'est hyper important. Si on sait pas qui on est, si on sait pas ce qu'on met sur la table, comment on peut porter notre message. Et enfin, moi, il y a un moment donné où j'ai dû reconnaître que j'étais un génie pour pouvoir l'être, tu vois ce que je veux dire. Et je sais que le mot génie trigger énormément les gens pour qu'ils se prennent de dire que c'est un génie, mais vraiment, je le vois, je l'ai compris, je suis un génie, genre, c'est comme ça. T'as des génies de la musique, t'as des génies des mathématiques, je suis pas un génie des mathématiques, je suis pas un génie de la musique, je suis pas un génie de l'ingénierie, je suis un génie de ce que je fais. Voilà, tu vois. Est-ce que t'es un génie ? Je suis un génie. C'est bon, ça. Non, mais tu vois, et c'est pareil, quand j'ai commencé à dire que j'étais une star, bah pareil, c'est complètement interdit, en fait, de dire ça. De dire que je suis une star. Normalement, tu dois attendre que quelqu'un te dise t'es une star. Ou tu dois attendre d'avoir un succès pour qu'on te dise tu es une star. Mais en fait, non, je suis une star intrinsèquement. Et je suis un génie. J'ai pas besoin que tu me donnes une bonne note. J'ai pas besoin qu'il y ait un vieux monsieur qui me dise vous avez votre doctorat, madame. J'ai pas besoin qu'il y ait des paparazzis qui me suivent dans la rue pour savoir ce que je suis. Et du coup, tu vois, c'est marrant comment tout de suite t'as dit c'est prétentieux. Mais oui, parce que ouais, c'est ce que la société nous renvoie. La société et puis peut-être parfois l'éducation finalement qu'on a eu aussi. Moi, à la maison, je suis la seule qui a fait des études. Et donc, j'ai parfois eu l'impression qu'on me demandait de me taire. J'ai toujours réussi à l'école. Et donc, il fallait pas s'occuper de moi et je devais laisser la place pour qu'on s'occupe de quelqu'un d'autre. Et donc, tu ne devais pas non plus trop te montrer. Ce qui, aujourd'hui, en fait, j'ai plus trop... ça me dérange plus. Et qu'est-ce que t'en penses ? C'est pas mon problème. Enfin, il y a un moment... Tu vois, souvent, je dois rappeler à ma mère, mais j'hésite pas à lui rappeler. Qu'elle peut me dire ce qu'elle veut. Ça reste un conseil. Je suis libre de le prendre, de pas le prendre. Mais je suis grande, j'ai 37 ans. Et je sais ce qui est bien ou pas bien. Même si je suis tout à fait ouverte à entendre un conseil, mais il faut pas m'en vouloir de pas respecter le conseil. Si tu m'en veux, c'est que tu veux me donner un ordre. Mais la seule personne pour moi qui peut me donner des ordres, c'est moi-même. Et voilà, et c'est un chemin aussi, mais je pense que c'est un chemin où tu dois couper des croyances limitantes qu'on t'a inculquées, parce que finalement les croyances limitantes, pour moi ça vient en grande partie, oui, certes du passé, de ta famille, et de la façon dont même l'école, hein. Ouais. Oui, l'école, mais non, bourré, après... c'est bourré de croyances limitantes. Après, c'est aussi comment... À la maison, on a géré les croyances limitantes de l'école, tu vois. Bien sûr, tout à fait. Tout à fait. Mais moi, j'ai pas été... Il y a un conditionnement, en tout cas, oui. réel et sérieux. C'est fou, parce que quand tu dis que t'as 37 ans, j'ai l'impression que t'as la maturité d'un vieux sage. J'avais pas envie que tu me dises ça, déjà qu'on me donne plus que mon âge.
Enfin, moins depuis que j'ai coupé mes cheveux. Mais Comment t'expliques ce décalage d'énergie entre ton âge et ta maturité, ta profondeur, ta puissance? Parce que il n'y en a pas beaucoup des avocates de 37 ans qui ont un cabinet avec 4 collabs, qui sont, tu vois... Puis t'es une maman aussi, il n'y a pas que ça, enfin, tu vois... t'as du vécu, quoi. Ouais. Écoute, je pense qu'il y a des événements dans la vie, même aussi tristes soient-ils, qui t'obligent à grandir. T'as grandi trop vite? Oui. J'ai pas... J'ai dû devenir une femme très très vite. Et donc j'ai pas connu l'adolescence, j'ai pas connu l'adolescence non plus. Je suis devenue maman à 22 ans. Je suis très très fière de mon petit garçon. Enfin, mon grand garçon, parce que j'ai aussi mes 2 petits. Nathan. Ouais. Qui était ma porte de sortie en fait d'une emprise, parce que je savais que ça s'arrêterait quand il arriverait. Et donc c'est vrai que c'était pas un choix, Nathan. Enfin, c'était une nécessité. Mais voilà, je le regrette pour rien au monde. Mais j'ai été mise face à l'obligation de grandir plus vite. C'était la manière pour moi de sortir de prison, ou de sortir de l'emprise de prison. Après, je le regrette pas. Et je pense que j'arrive encore à avoir des phases d'insouciance. Je crois. Oui, parce qu'il y a quelque chose de très jeune aussi qui ressort de voilà, toi. Mais donc c'est comme si cet enfant ado, elle était là et de plus en plus peut-être même. Oui, bah oui, parce que je ne l'ai pas été. Maintenant qu'il y a de la sécurité, elle peut commencer à exister. Espérons juste que je tape pas une crise de la quarantaine ou 50 pour les faire. Tape une crise, on adore. Comment tu intègres justement la dimension plus... Parce que tu as des responsabilités, beaucoup, oui. Avec les enfants et le CAB et les collabs. Beaucoup de responsabilités. Moi, en tout cas, à mon niveau, je sens déjà le poids de mes responsabilités, à quel point ça peut me rendre un peu trop sérieuse. Comment tu... C'est quoi tes trucs pour rester enfant, pour rester ado, pour t'amuser? Est-ce qu'il y en a? Est-ce que tu as envie de ça dans ton boulot aussi? Alors moi, au cabinet, on rigole tout le temps. Ça, c'est sympa. Il y a une ambiance rigolote. Oui. J'adore. Alors souvent on me dit ouais, fais gaffe à la frontière boss ami. C'est pas parce que je rigole avec mes collaborateurs que d'office on est potes. C'est pas parce que je rigole avec eux que l'après-midi je peux pas les convoquer dans mon bureau pour leur dire que je ne suis pas contente. Maintenant on peut dire à quelqu'un qu'on n'est pas content sans devoir crier. Ouais. Souvent j'ai tendance à prendre les choses avec légèreté. J'en ai besoin. Sinon c'est lourd. Mais c'est pas pour ça que ça n'a pas d'importance. En fait, j'essaie juste de me dire, il y a des choses pour lesquelles on peut se prendre la tête et d'autres, ça sert à rien. Donc ça sert à rien. Voilà. Alors des responsabilités, oui, mais pas pour autant surresponsabiliser ses responsabilités. Ouais. Et voilà, je pense qu'il y a tout plein d'occasions pour rigoler, pour faire la fête, pour... Tu fais un peu d'étoffe avec tes collabs ou tes clients? Oui, autant collab que clients. Bon, déjà, on fait tous les anniversaires. Puis t'as des collaborateurs, on a presque des anniversaires tous les mois. Donc on fait des anniversaires. Si je peux faire un théâtre avec eux, je vais le faire. Sympa. Il y a une de mes collaboratrices avec qui je fais de l'aquajump. Trop sympa. Donc on s'envoie un l'air dans l'eau. Voilà, après à côté de ça, j'ai des potes aussi. Et je fais la fête, mais non à ma manière, tu vois. Mais moi, passer une soirée chez une pote, commander un paquet de frites, parce qu'on aime beaucoup ça à Bruxelles, et regarder un film, c'est une soirée où vraiment je m'amuse. Enfin, j'ai pas besoin, je veux dire, j'ai pas spécialement besoin d'aller en boîte pour m'amuser, mais même si je sais le faire aussi. Mais voilà, un temps pour tout. Et faut juste que ça se goupille bien. Et puis avec les enfants, j'adore aller à la foire, faire la pêche au canard. Donc en général, je prends 30 canards à pêcher, 10 pour chacun de mes jumeaux et 10 pour moi. Et tu joues à ça? Oui. C'est trop sympa. J'adore. Je pensais à un truc qu'on se disait avant que tu parles de ta mère.
Le fait que tu poses des boundaries, des limites avec ta maman sur ce que tu prends, ce que tu prends pas. On parlait de la prétention de savoir qui on est, que c'était pas une prétention et que c'était un conditionnement. Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui pour arrêter de penser que c'est prétentieux d'être une femme exceptionnelle et de le savoir? Je sais pas. Magnitude. Oui, sans doute. Magnitude, juste pour que j'explique, c'est ma première immersion en présentiel dans le cadre d'avocation. J'organisais des retraites dans une autre vie très puissante. Et puis j'ai décidé de faire ce business en ligne et du coup j'ai perdu le lien avec ces pratiques en présentiel et le présentiel qui est en fait quand même très différent. Et donc là j'ai proposé aux clients à vocation cette immersion. Et il y a des personnes comme Marie-Laure à qui j'ai pensé en l'écrivant parce que je sens une puissance immense qui demande à être autorisée. Ouais. Et ça me fait beaucoup penser à Anne-Lise. Je sais pas si tu avais vu le podcast d'Anne-Lise. Oui. Et c'est vraiment ça. C'était tout interdit. Derrière, il y avait la peur de la folie. Oui. Parce que c'est vrai que quand on rentre dans sa puissance, c'est aux yeux du regard extérieur, ça peut être tout de suite t'es folle. Tu vois? Ah oui, mais je pense qu'il faut accepter d'être pris pour un fou. Voilà. Faut vraiment savoir ce qu'on est pour rentrer dans sa puissance parce que c'est le prérequis. Parce que si tu sais pas, en fait, à un moment, on va te dire t'es folle et tu vas dire tu crois et tu vas finir en hôpital psychiatrique, littéralement. Moi, quand j'ai commencé à ouvrir, j'ai des potes qui me disaient tu te perds là, il y a un truc qui va pas. Ma mère aussi. Et heureusement, j'ai tenu parce qu'on a voulu m'envoyer chez le psychiatre plus d'une fois. Parce que je commençais à dire mais attends, mais je peux faire ça, mais je peux faire ça. Il y a même quelqu'un qui m'a dit que j'étais mégalo. Alors qu'en fait, je commençais tout juste à arrêter de réprimer ma puissance et de réprimer mes pouvoirs, en fait. Et donc, ouais, je sens que c'est vraiment ça qui t'attend. Je sais pas si tu le sens. Je le sens, et moi je le sens d'autant plus depuis la masterclass qu'on a fait samedi, qui m'a vraiment permis de montrer la dernière limite pour vraiment avoir cette confiance totale, qui est de retrouver l'amour de moi. Définitivement, même si c'est en chemin. Et je pense effectivement qu'il y a des blocages qu'on est incapable sans guidance de débloquer. Et je suis persuadée que moi je suis prête à accepter que ça se débloque. Je crois qu'il faut se sentir prêt pour faire ce genre de choses. Voilà. Et donc je te confirme que mon cœur me dit oui pour Magnitude. Je suis contente. Voilà. C'est comme je vous l'ai dit, ça me demande beaucoup aussi moi de l'organiser. Ouais, j'imagine. Pas en logistique, mais je sais ce que ça va être. Je le sens et ça va être profond et c'est un travail courageux. Mais nécessaire, et je dirais que c'est pas simplement la guidance, c'est la présence corporelle. Ça peut pas se faire en ligne pour le coup, ce genre de travail. Le groupe, ça peut pas se faire en one-on-one parce qu'en fait t'as besoin de voir l'autre aussi. Moi c'est une synergie, c'est un partage, mais pour moi guidance, tu vois, je la vois plus comme quelqu'un qui donne la main à un aveugle pour avancer. Tu guides pas un aveugle en visio, et donc pour moi c'était clairement le présentiel qui était nécessaire. Et voilà, autant moi, il y a énormément de choses qui sont débloquées avec le bootcamp, et tu le sais. Ouais. Et j'ai mis du temps après à... Ça fait peur en fait, parce que ça débloque... chez moi ça a été très puissant. Tu peux nous en parler un peu, ça m'intéresse. Oui. Qu'est-ce qui t'a fait peur? De sentir que ça allait bouger, de sentir ce tremblement arriver, radical, de le sentir et de se dire est-ce que je vais arriver à l'accepter.
C'est fou parce que, en fait, ce que tu génères, c'est toujours enfin, en tout cas pour moi, mais d'avoir parlé avec d'autres, c'est assez commun à d'autres aussi. Tout est très inconscient. Enfin, c'est-à-dire, je n'ai jamais ressenti un malaise conscient de me dire, tiens, je suis pas bien. Non. Et je n'ai jamais été mal. Et donc, ça agit sur l'inconscient. C'est juste qu'il faut l'accepter, le prendre, le digérer et laisser les choses se faire. Et c'est ce que j'ai fait. Mais c'est vrai que c'est un impact. Donc, moi, vraiment, ça s'est manifesté comme ça. C'est que donc, il y a eu le bootcamp. Je me suis dit, bah ouais, c'est cool. Bon, c'est vrai que parfois, on s'en prend un peu dans la figure. Moi, les premiers mots qu'on s'est échangés ont énormément, en fait, dessiné ce qui s'est passé après, puisqu'on devait s'échanger un mot entre deux participants. Donc, moi, j'avais envol, et le mot en face de moi était légèreté. Et tu m'as clairement dit, tant que tu lâches pas tes poids, tu t'envoleras pas. Ça a résonné de plein de manières, en fait. Ça fait appel à mon physique, à l'enrobage que je fais dès que j'ai un problème. Et donc, cette nécessité de prendre soin de moi, en tout premier lieu, pour arriver à m'affirmer. Puis t'as libéré des poids en un an. Mais il fallait pour ça que j'arrive à m'affirmer toute seule. Et donc, et puis faire ce choix pour mon anniversaire. Le choix de la liberté, même si je renonçais à un schéma familial que je pensais idéal, maman, papa, enfant. Donc de rompre. Voilà, de rompre. Mais ce qui m'a fait peur, c'est ce passage à vide que j'ai dû avoir vis-à-vis de toi et de l'académie pendant ce temps-là, jusqu'à ce que j'y arrive, puisque finalement, en fait, jusqu'à cette libération, donc cette rupture, inconsciemment, je me rendais indisponible pour les lives. Ouais. Parce que je me disais, il faut d'abord que j'aille au bout de ce changement-là. Qu'est-ce qu'elle va encore bousculer en moi. Et c'est OK de prendre un peu ses distances. Mais voilà, après, du coup, c'est pas pour ça qu'on oublie, en fait. C'est juste qu'il faut aller au bout de cet accomplissement-là. Et là, j'ai été au bout de cet accomplissement-là. Je vois bien qu'il y a encore plein de choses parce que toute une vie... C'est un gros bout quand même que t'as fait. Mais c'est un gros bout. Et donc, je suis prête pour le reste. Ouais. Ouais, faut digérer, faut... Mais ça bouge les lignes et j'imagine, enfin la masterclass ici, parce que j'ai pas spécialement de larmes qui ont coulé ni quoi que ce soit, mais j'ai eu un moment très fort avec Agathe, qui était ma partenaire dans un des exercices que tu nous as donné. Et c'est pour faire redondance avec ce que tu m'as dit, la toute première phrase. Moi, les yeux fermés avec Agathe, je me suis vue voler avec elle. Et donc c'était très fort, et ce qui est dingue, c'est qu'elle a ressenti ça aussi. Et ce qui est encore plus dingue, c'est que Clara nous avait fait tirer une carte de l'oracle qui parle de s'envoler aussi. Et donc comme quoi tout est lié. Et donc même le message revient tout le temps. Même si je ne suis pas, si je n'ai aucune confession particulière, d'office que c'est des signes qui te donnent une foi. Enfin, il y a quelque chose. Et c'est quelque chose que c'est pas religieux. Non. Peu importe, mais quand même que c'est quelque chose que tu véhicules. Je suis contente. Je suis contente de véhiculer. Apôtre Maudret. Non, Évangile Maudret. Bon, ça, on racontera une autre fois. C'est un discours qu'on a eu à la soirée où Delphine, une de mes clientes, a dit que j'étais l'Évangile Maudret. Merci beaucoup, Marie-Laure. C'était très touchant comme partage. Et je pense que le vide succède souvent au travail qu'on fait parce que, comme tu l'as très bien senti, il y a des choses inconscientes qui bougent et il faut de l'espace pour... Mais vous finissez par revenir quand vous êtes prêts et ça me va parfaitement. Et puis, faut pas que ce soit non plus un truc d'obligation. Donc, c'est important que tu puisses aussi aller venir autant que tu veux, quand tu veux. Merci beaucoup. J'étais très touchée que tu veuilles venir dans ce podcast. Comment tu l'as vécu ? Bien. J'avais de l'appréhension avant, j'ai cru que c'était un hot seat déguisé. Non, je l'ai très bien vécu. Et comme à chaque fois, en fait, il y a aucun... Enfin, moi, il n'y a pas un moment avec toi qui est désagréable. Quel que soit le ton que tu peux utiliser, parce que de toute façon, c'est toujours empreint de plein de bienveillance et douceur. Et donc, je l'ai bien vécu. Et même là, tout ce qu'on s'est dit,
ça va résonner aussi. Et donc, il y a aussi... c'est sûr, ça ouvre des trucs. Voilà. C'est clair. Merci Marie-Laure. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, envoyez un message à Marie-Laure Jourdain sur LinkedIn pour lui dire ce que vous en avez pensé. Merci Marie-Laure, faut que j'aille ouvrir à Caroline. Merci à toi.